Se comparer aux autres, c'est déjà le début de l'échec. Wow. Bah oui, se comparer à soi-même, c'est le début de la progression, par contre. Ouais. À quel moment on accepte à un moment donné dans notre vie à faire quelque chose dont on a conscience qu'elle ne sert à rien et accepter malgré tout de le faire? Nabil, comment tu vas? Ça va super bien. Pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? J'aime pas trop me définir par des attributs. En fin de compte, j'aime bien plutôt me définir par ce vers quoi je vais. Donc je te dirais ce vers quoi je vais. Ce vers quoi je vais, c'est vraiment de devenir, pendant ce court temps de ma vie, au moins essayer d'impacter positivement la société, au travers de quoi? D'un accompagnement des entreprises, des personnes qui vont poser ces entreprises vers une conscience à la fois écologique et sociale. Donc voilà, mon but à moi, c'est faire que les entreprises soient responsables écologiquement et socialement de ce qu'elles produisent et que les entreprises soient des lieux de vie, des lieux où à la fois il fait bon vivre et où les gens se sentent être contributifs de quelque chose qui les dépasse. Voilà. Et par rapport à ce que tu fais, comment on devient coach en entreprise? Ouais, c'est une sacrée histoire. À la base, moi, j'étais... alors j'ai on va dire un cursus, on va dire, plutôt technique. Donc j'ai fait un bac industriel, option mécanique. Donc pas la mécanique des voitures, mais la mécanique industrielle. Après ça, je me suis intéressé à l'informatique. Et l'informatique m'a guidé vers voilà, un cursus que j'ai fait, même si à l'origine je souhaitais un cursus plutôt court, finalement je me suis engagé vers une voie universitaire, donc j'ai fait une licence en informatique, puis après le master, après je me suis dit que le master c'est bon, maintenant il faut commencer à bosser parce qu'il me fallait faire de l'oseille quoi. Et finalement, l'année où je terminais le master, c'est créé donc le LMD. Donc le master se mettait en place et donc j'ai dit bon ouais, ok pour faire un master 2 mais si et seulement si il existe en alternance. Et le destin a fait que c'était en alternance donc j'ai continué. Et donc me voici voilà, projeté dans le monde du travail avec cette casquette d'ingénieur en informatique. Ok, donc à la base, t'es ingénieur en informatique. La base de la base, c'est ça. Ouais. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec le Nabil d'aujourd'hui. Non, rien à voir. Rien à voir. Et comment t'expliques que, est-ce que dans ta vie, il y a eu un tournant, il y a eu quelque chose qui a fait que t'as commencé à t'intéresser à l'humain, t'as commencé à t'intéresser justement à cet aspect un peu productivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Alors, très bonne question, très bonne question. On dirait que tu as l'air de suivre le déroulé de... Ouais, non, c'est vraiment... C'est juste parce que lorsque j'ai commencé à bosser dans l'informatique, l'informatique me plaisait. Pourquoi? Parce que moi, c'était le jeu vidéo qui m'avait amené à l'informatique. Et donc, je voulais évoluer dans le jeu vidéo. J'ai fait des stages dans les sociétés qui en faisaient. Et on m'a vite conseillé en me disant non, Nabil, surtout ne va pas là-dedans, c'est mal payé, tu vas être maltraité. Donc oriente-toi plutôt dans l'informatique, on va dire bureautique pour le business et pour le fonctionnel. Je fais bon, très bien, d'accord. Et donc je vais dedans et je commence à développer des projets. Voilà, donc pour une banque. Après, ça a été pour une société d'assurance. Et qu'est-ce qui m'a fait shifter? C'est vraiment le moment où j'avais commencé à prendre un peu de galon parce que, sans vouloir me jeter des fleurs, ouais, j'étais bon. Ouais, tu peux le dire, il faut le dire à un moment donné. J'étais bon, j'étais à l'aise, et puis très rapidement, au bout de peut-être 1 ou 2 ans, on m'a confié voilà, de la gestion de projet. Et la gestion de projet avec voilà, des gens qui étaient un peu plus juniors que moi, et dont j'avais voilà, la responsabilité en termes de gestion. Et je me suis aperçu de choses assez délirantes, c'est qu'on pouvait faire des choses qui ne servaient à rien, clairement. C'est-à-dire qu'on avait développé des fonctionnalités, des projets qui n'étaient utiles à personne. Et lorsque j'interrogeais les uns et les autres, je me disais, mais c'est bête qu'on le fasse. Ouais, mais bon, faut le faire, quoi. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à la chose humaine. Je me suis dit, mais à quel moment on accepte à un moment donné dans notre vie à faire quelque chose dont on a conscience qu'elle ne sert à rien et accepter malgré tout de le faire. C'est C'est peut-être vraiment à ce moment-là. Ok, donc c'est
Parce que là, tu étais encore à ce moment-là dans le système, enfin, tu étais quand même dans le salariat. Ouais, dans le salariat, j'étais clairement quand même dans le salariat. Et toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu penses que justement cette situation-là salariale influe aussi sur le fait que on est amené à faire des choses qu'on ne souhaiterait pas faire, qui n'ont pas forcément de sens pour nous, mais qu'on fait quand même? Tu penses que ce système-là salarial a un rôle ou pas? Clairement, enfin, moi c'était la conclusion à laquelle j'étais parvenu, c'était de me dire cette société dans laquelle on est, où la valeur travail est très très forte, eh bien, au sortir de l'école, elle vient avec une injonction assez forte, c'est de se dire, existe sur le marché du travail, sinon tu n'existes pas socialement. Et ça, c'est assez dur comme injonction, parce qu'on se dit que finalement, si je n'existe pas sur un marché, parce que le marché du travail, c'est un marché, eh bien, je n'existe pas en dehors de ce marché. Et c'est très aliénant, très, on va dire, réducteur. Donc, même à titre personnel, ça m'a parlé à ma valeur, on va dire, autonomie et liberté. Et donc, c'est une grande violence que se font beaucoup de personnes de se dire, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ça, c'est la plus grande des violences qu'on puisse se faire, c'est de se dire, écoute, si c'est pas moi qui le fais, ça sera un autre. C'est ça, parce que, enfin, et de dire cette grande machine, de toute manière, autant que ce soit moi qui prenne le bif et qui prenne l'oseille, parce que de toute manière, ça va être fait. Mais cette logique-là, sans faire des extrêmes, a amené à ce que, la logique du soldat, quoi. Enfin, à un moment donné, je dois exécuter quelqu'un, mais je ne suis pas responsable parce que c'est un ordre qui m'a été donné. C'est ultra déresponsabilisant, d'une part, et c'est ultra violent pour nous-mêmes, parce qu'on grandit et au fur et à mesure que les jours passent, on se convainc de la chose suivante, c'est qu'on n'a pas le choix et qu'on est impuissant. Wow, mais c'est quand même assez fort, parce que là, le postulat que tu es en train de mettre en avant, c'est que ce système-là qui clairement a émergé avec la société actuelle qu'on connaît, tout à fait. Le salariat, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la nature de l'homme alors ou... Parce que c'est quand même gros là ce qu'on est en train de... Ouais, effectivement. C'est un marché, voilà, le salariat est clairement un marché où tu mets à disposition ton travail, donc tu vends ton travail, et de l'autre côté de ce marché, tu as des gens qui sont des entrepreneurs qui achètent ce travail. Bon. Mais la nature de l'homme, il me semble quand même, c'est que nous avons des besoins universels à satisfaire, et un des besoins quand même, c'est de donner du sens à ce que l'on fait. Donc, le fermier, lorsqu'il faisait ce qu'il faisait, lorsque l'artisan faisait ce qu'il faisait, il avait conscience de sa contribution. On est arrivé à des phénomènes d'aliénation. Ça veut dire qu'il y avait des gens, enfin, si on reprend le film de Charlie Chaplin, qui le décrit très bien, les temps modernes, où tu as cet employé qui se perd même dans les engrenages et qui devient lui-même une pièce de cette machine. Et c'est ce qui est intéressant finalement, c'est de se dire que cette société crée énormément de malheur à l'heure où on parle du bonheur au travail et du bien-être au travail. Donc, wow. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu préconiserais? Parce que, enfin, j'ai envie de te dire, là, je vais un peu rentrer dans de la vulgarisation, parce que là, pour que ça parle un peu au grand public, qu'est-ce que tu préconiserais à l'échelle individuelle pour justement, même si on ne peut pas forcément sortir du salariat dans notre situation actuelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat, ne serait-ce que pour se sentir mieux et avoir conscience de sa situation? Qu'est-ce que toi tu préconiserais à celles et ceux qui nous regardent? Dès que je rencontre une personne en règle générale, je lui préconise de faire le bilan de sa motivation. Voilà. Au travers de quoi? De l'identification de ses facteurs de motivation intrinsèques. Ça se retrouve sur internet, on peut trouver donc, les moving motivators, on pourra faire une petite ligne en dessous, je ne sais pas. Donc faire le bilan et de se dire quels sont mes facteurs de motivation les plus importants pour moi. Première question, déjà les connaître. C'est un premier pas vers la responsabilisation individuelle de se dire qui me rendra heureux si ce n'est moi. Personne ne viendra à ta place remplir tes besoins. Donc c'est à toi d'aller les identifier, puis après de faire l'audit, de se dire aujourd'hui, ces 4 leviers de motivation que je me suis identifié pour moi-même, à quel point ils sont correctement alimentés ou pas. Et si je vois que dans le monde, dans le contexte dans lequel je suis, dans l'équipe dans laquelle je suis, le premier, le deuxième et le troisième ne sont pas correctement alimentés, de par la nature même du contexte dans lequel je suis, je vais faire quelque chose pour moi-même. On pourrait se dire, oui, mais attends, Nabil, c'est facile ce que tu dis, mais si moi j'ai crédit, si j'ai des enfants, oui, très bien. Mais ça ne changera rien à la sauce finalement, parce que tu pourras te complaire à te dire, je n'ai pas le choix, qui sera donc la première violence que... Tu as toujours le choix, il y a toujours le choix. Se dire qu'on n'a jamais le choix, c'est une fuite. On a toujours le choix, et par contre, ça demande des ajustements et des concessions. Voilà. Donc on a toujours le choix. On a toujours le choix. Toujours le choix. Y compris la personne qui a le pistolet sur la tempe, elle a le choix.
Waouh! Y compris cette personne-là, elle a le choix. Jusqu'au dernier moment, elle a le choix. Et ça peut être fort, mais voilà, c'est un discours que je dis. Pourquoi? Parce que si tu es au moins dans l'acceptation que tu es responsable d'avoir procédé à des choix et des ajustements, et de dire le contexte dans lequel je suis, il ne m'est pas imposé, et je le choisis parce qu'il nourrit certains de mes besoins. Mais d'autres ne sont pas nourris, mais je l'accepte. Et bien ça te met dans une autre dynamique. C'est pas une dynamique où tu subis, tu n'es plus un acte réactif, mais tu es devenu un acte proactif. Ça veut dire que tu as en conscience que, ok, aujourd'hui, je n'ai pas toute la liberté que je voudrais. Aujourd'hui, je n'ai pas les sujets super intéressants, mais je l'accepte parce que, par ailleurs, j'ai un autre de mes besoins qui est nouveau. Et ce faisant, tu te mets dans une dynamique où tu te dis, un ailleurs est possible, un autre choix est possible dès lors où je m'en serai donné l'occasion et le courage. Donc, les choses très pratiques à faire, c'est effectivement donc, identifier tes leviers de motivation, faire ce constat-là, et te dire, ok, quel serait le contexte dans lequel mes leviers de motivation seraient correctement alimentés? Est-ce que ça serait dans un grand groupe? Est-ce que ça serait dans une start-up? Est-ce que ça serait le fait de me lancer entre entrepreneurs? Donc tout ça c'est très important, parce que si tu n'as pas fait ce bilan-là, c'est très dur de te dire c'est quoi les ressorts sur lesquels je vais pouvoir me baser pour aller vers cet ailleurs qui serait peut-être intéressant pour moi. Donc voilà, je commencerai par ça. Et après, bon, pour les gens qui sont un peu plus loin, on va dire, dans leur parcours, moi, personnellement, ce que j'ai fait pour sortir du salariat, alors pourquoi? Eux aussi, il faut peut-être revenir à ça. Pourquoi sortir du salariat? Enfin, moi, ma motivation personnelle, parce que j'avais fait ce bilan-là, c'était l'autonomie. Et l'autonomie n'était absolument pas alimentée dans le contexte dans lequel j'étais. J'étais bien sûr coach à l'époque, mais on m'imposait. Il y avait une pression forte pour que je choisisse certains types de missions plutôt que d'autres. Moi, j'étais contre cette idée-là. Donc, à un moment donné, soit je courbe les chines, soit je m'adapte. Et mon adaptation, ça a été, pour répondre à ton besoin d'autonomie, il y a une voie, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Bon, tu pourras me dire, tu aurais pu trouver une autre société qui t'offrait plus de liberté. Oui, ça a été aussi une option, c'est pas celle que j'ai choisie. Ok, parce que c'est quand même un choix, c'est quand même un choix, et c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cet esprit-là entrepreneurial. Par contre, je pense que tout le monde a des compétences, tout le monde a des potentialités. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Vous êtes tous et toutes uniques. Vous avez tous une vision de la vie qui fait que la seule chose dont le monde n'a pas besoin, c'est un énième clone. On n'a pas besoin d'un énième clone. De Monsieur Tout le Monde. De Monsieur Tout le Monde. Enfin, effectivement, si tu es Monsieur Tout le Monde, tu seras plus vendable sur le marché du travail. Mais est-ce que c'est ça ta raison d'être? Être un produit achetable sur le marché du travail? Être un produit achetable, et c'est quand on regarde l'école, de la maternelle jusqu'à, je dirais même la fac, tend à nous conformer, et tend à nous transformer en ce que tu appelles ce produit achetable. Tout à fait. L'école que l'on a aujourd'hui, même si elle a tendance à se réformer aujourd'hui, on ne va pas complètement leur jeter la pierre, même si c'est une institution un peu lourde qui prend du temps à s'adapter. Malgré tout, le but de l'école, c'est quand même de produire des individus prédictible. Voilà, je veux dire prédictible. Ça veut dire que, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on aime comme profil? C'est des gens en capacité de pouvoir emmagasiner de la connaissance ou un savoir-faire et pouvoir le restituer en étant dans une docilité. Donc, c'est-à-dire en ne contestant pas finalement le mode de management prédominant, savoir le top-down. Et on te donne un ordre et tu pars du postulat suivant que celui qui est au-dessus de toi a forcément raison. Wow. C'est le schéma qu'on retrouve en classe, maîtresse, tout à fait. Et on le retrouve aussi dans le salariat. Le salariat, c'est quand même, plutôt le contrat de travail, c'est le seul contexte légal qui permet à un individu libre de pouvoir donner des ordres à un autre individu libre. Waouh! Waouh! Il crée le lien de subordination. Ça veut dire qu'il te permet, toi, parce que si tu es dans la rue, toi, Aiko, tu viens me voir et tu m'as dit Nabil, fais ça. Rien n'y oblige. Bien sûr. Ok. Par contre, avec le contrat de travail, j'y suis contraint. Tu es obligé de te soumettre. Bah oui. Et d'accepter ton ordre. Parce qu'en compensation de quoi, tu me verses un salaire. Et si je ne le fais pas pour une raison non légitime, à ce moment-là, je risque donc le blâme, la faute lourde ou la faute grave. Tu sais, ça me fait penser à ce que tu es en train de dire, à une phrase que tu as dite lorsqu'on a insisté. Parce que voilà. On a aussi fait des débats ensemble, c'est important de le dire. Ça me fait penser à une phrase que tu avais dit lors d'une de notre émission.
faire des compromis sans se compromettre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à cette phrase-là, par rapport à ce mantra qui fait que les gens veulent réussir? Oui, alors effectivement, la réussite, à quoi on la juge en tant qu'être humain, c'est finalement le fait de pouvoir atteindre une vision fantasmée et de pouvoir la réaliser. Généralement, c'est ça qu'on appelle la réussite. Savoir procéder à des compromis sans se compromettre. Alors, la compromission, elle serait où? Elle serait dès lors où ce futur dans lequel je me projette, imaginons, voilà, je m'imagine dans un futur où je sois responsable d'une structure dans laquelle tout se passe bien et puis et je participe à améliorer l'environnement sur Terre. Cette vision-là, elle sera compromise dès lors où je ne suis plus la même personne quand je l'aurai atteint. Wow. Voilà. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, les valeurs sur lesquelles je me base, je les piétine, parce que les moyens finalement justifient la fin, eh bien je risque de ne plus être la même personne de l'autre côté du pont finalement. Une fois que j'aurai atteint mon objectif, je risque de ne plus être la personne parce que j'aurai procédé à ce point à une compromission où cette vision même n'aura plus de sens. C'est pour ça que je dis il faut procéder à des compromis, et les compromis, ça va être de se dire j'ajuste en fonction des contraintes qui se présentent à moi, un petit peu mes valeurs, mais pas trop que je déroge, parce que si je déroge, à quel point finalement je me perds dans le process. C'est vraiment ça, c'est à quel point le process qui va me permettre d'aller d'un point A à un point B va me déformer à ce point même que lorsque je serai arrivé au point B, je ne serai plus du tout la même personne. Faire des compromis sans se compromettre, ça veut dire prendre conscience des contraintes qui s'appliquent à moi, m'adapter sans me perdre. C'est-à-dire que tout n'est pas bon pour aller toucher le milliard. Non, tout n'est pas bon pour aller toucher le milliard. Parce que si, en atteignant le milliard, tu n'as plus rien à voir avec la personne qui a rêvé d'avoir le milliard, tu te seras perdu dans le process. Là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. J'ai un souvenir là qui me vient en tête, c'est à un moment donné, on a abordé les niveaux de conscience. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas pareil et tout le monde ne peut pas comprendre tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les niveaux de conscience, notamment ceux qu'on rencontre là actuellement? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Parce que je sais que c'est ton domaine d'expertise aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pendant notre temps de vie, donc de notre naissance jusqu'à notre mort, nous allons passer par différents niveaux de conscience. Donc voilà, de la même manière que notre corps gagne en maturité, perd en élasticité, gagne en vigueur, notre conscience, elle aussi, va passer par plusieurs stades. Ce voyage, finalement, il se décrit dans quelque chose que les auditeurs pourront retrouver, qui s'appelle la spirale dynamique. Ces niveaux de conscience se sont développés en même temps que l'espèce humaine s'est développée. Donc, pour arriver au niveau de conscience que certains ont aujourd'hui, ça a pris à peu près 200 000 ans. Voilà. Et 200 000 ans, finalement, ce niveau de conscience se rejoue à travers chaque individu aujourd'hui en accéléré. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu rejoues l'évolution de la conscience humaine en ton temps de vie, sauf que ça a pris plusieurs centaines de milliers d'années. Alors, premier niveau de conscience, ça a été celui de la survie. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous étions donc une espèce qui était donc tributaire de son environnement et qui subissait beaucoup de choses, donc, comme contrainte, donc le risque de se faire bouffer, le risque de s'empoisonner, ainsi de suite. Donc, ça a fait surgir finalement un niveau de conscience qui est celui de la survie, c'est-à-dire comment je fais pour répondre à ce besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité, finalement, qui est le premier niveau de conscience qui est individuel, va trouver finalement sa réponse dans du collectif. Le collectif, ça va être quoi? Ça va être l'émergence du niveau de conscience tribal. Voilà. Donc le tribal va apporter de la sécurité, va apporter du sens même à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que lorsque le tonnerre gronde, c'est parce qu'il y a une raison. Elle est mystique, elle est chamanique, elle est tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a une réponse là. Et c'est le groupe qui l'apporte. Donc le groupe, la famille, on va développer ce qu'on appelle le premier niveau de conscience qui va être le tribal. À ce moment-là, les humains de l'époque vont vraiment penser que tout a une âme. Voilà, la rivière, l'arbre. Donc les premiers niveaux pensées spirituelles vont être l'animisme. On va avoir des figures d'autorité qui vont être par exemple le chaman, voilà, qui va expliquer que voilà,
pour éviter que le tonnerre gronde, mais il faut faire ça ou ne pas faire ça. Chaque niveau de conscience montre des limites. Ça veut dire que lorsqu'on va pousser à l'extrême cette chose-là, on va tomber dans une sorte de pensée magique. Voilà, on va trop penser les choses d'un point de vue magique. Et il va émerger à un moment donné un niveau de conscience qui va venir compenser les failles de ce niveau de conscience. Ça va être le niveau de la violence. Ça veut dire que du collectif, on va repasser sur de l'individuel, où ça va être maintenant le règne du héros. Voilà, de se dire aujourd'hui, il y en a marre du dragon, on va aller le pourfendre. Il y en a marre de la sorcière dans la forêt, on va aller la tuer. Et les gens à l'époque pensaient vraiment qu'il y avait un dragon à pourfendre ou bien un monstre à aller tuer dans la forêt. Et que, donc, là par contre, la figure de leader qui apparaît, ce n'est plus le chaman, qui est maintenant vu comme une figure arriérée, voilà, c'est les anciennes traditions, il parle aux anciens. Non, maintenant c'est le conquérant, voilà, c'est le chef de guerre. Celui qui va affirmer par la force sa volonté. Ça, c'est intéressant parce que l'ego, au niveau individuel, se retrouve à l'âge où l'enfant commence à dire non. Il dit non, 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 non. Voilà, il s'affirme. Et c'est un moment primordial du développement parce que si on ne développe pas l'ego, à ce moment-là, l'enfant ne peut pas se séparer de sa tribu première qui était sa maman et puis sa famille. Et donc, il est nécessaire que l'enfant, et donc c'est pas une crise de nerfs, c'est juste une crise de conscience par laquelle on va devoir passer de toute manière, et pour s'affirmer par rapport au groupe. Le problème, c'est que si toi, tu viens à vouloir affirmer ta volonté sur moi au travers de la violence, et que moi, je veux faire la même chose, au bout d'un temps, voilà, on va finir tous éborgnés parce que on va vouloir imposer notre volonté au travers de la violence. Pourtant, fut une époque, c'était le mode de leadership qui prédominait. Ça veut dire que moi, si je voulais acquérir des terres ou bien des ressources, je vais aller te faire la guerre, aller te faire la bataille pour prendre ce qui était à toi. On a vu que ce niveau de conscience qui est devenu individuel, donc qui correspond à peu près à l'âge où tu as à peu près 3 ans, et tu comme 2-3 ans, et tu commences à demander non, 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 à dire non, 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 va montrer des failles. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la violence à tout prix n'apporte pas les solutions qui vont être un besoin de sécurité. C'est-à-dire comment moi je fais une fois que j'ai volé à mon voisin pour qu'on ne me vole pas. On va voir surgir un nouveau niveau de conscience qu'on va appeler l'ordre et la morale. Voilà. C'est l'absolutisme. Donc l'absolutisme vient, et donc c'est un niveau de conscience collectif et qui a une équivalence dans ta croissance individuelle qui correspond à peu près à l'âge de raison. L'âge de raison, voilà, vers 7 ans, où l'enfant dit ça se fait ou ça se fait pas. C'est bien, c'est pas bien. Voilà. Et il découvre la notion du bien et du mal qui, à l'origine, il n'avait pas d'existence. C'était un concept qui n'existait pas pour lui, le bien et le mal. Et donc, ce niveau de conscience-là va voir surgir les ordres, une société hiérarchisée, ainsi de suite. Donc, les hiérarchies apparaissent à peu près il y a 9000 ans. Et on voit une société ordonnée avec cette notion de bien, de mal, et ainsi de suite, des rôles formels, ainsi de suite. Là aussi, ce niveau de conscience va montrer des limites. C'est quoi ? C'est que poussé à l'extrême, ce niveau de conscience montre un dogmatisme. Donc tu pourrais le voir par exemple chez quelqu'un qui est resté bloqué là-dedans, où il considère qu'il y a une seule vérité. Et le dialogue avec lui, ça va être dur. Voilà. Quelqu'un qui serait par exemple, qui aurait un discours religieux très sectaire, il est bloqué à ce niveau de conscience-là. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à entrevoir qu'il y ait ce qu'on appelle du relativisme. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs vérités. Il n'y a qu'une vérité pour lui. Donc, chaque niveau de conscience est nécessaire. Hein. Voilà, parce que on a besoin qu'on croie en absolu, comme on a besoin d'affirmer notre volonté au travers de la vie. À l'échelle de notre vie. À l'échelle de notre vie, et aussi à l'échelle de l'espèce humaine. Voilà, parce que moi, c'est ma vision, mais l'espèce humaine représente cette espèce, on va dire, unique, dont nous composons finalement, dont on compose la substance. Mais voilà, chacun de nous a une volonté propre, mais au travers de nos volontés respectives émerge la conscience humaine. Voilà. C'est ça qui est important à voir. Et donc, le dogmatisme et l'absolutisme, bien que chez nous, on puisse l'avoir, parce qu'il y a des choses que fondamentalement on pense être vraies ou bon ou mauvais. Et c'est pas pour autant qu'on est des dogmatiques, parce que voilà, on a... Le sens commun. Voilà, le sens commun, on va dire, c'est bien normal. Ouais, c'est bien normal, ouais. Et là, qu'est-ce qui résonne en toi ? C'est les restes de cette conscience-là. Et on voit très, très, très simplement qu'on fait que naviguer, quoi. Lorsque moi j'ai peur pour ma vie, je redescends à de la survie.
Lorsque j'ai besoin de sécurité apportée par le groupe et voilà, bah, tiens, dans mon équipe de foot, on a des rituels, on a de la superstition, paf, je retombe sur du tribal. Lorsque j'essaie d'affirmer des valeurs qui sont les miennes au boulot parce que j'estime que ça se fait pas, hop, je vais être un peu sur du violent et un petit peu sur du dogmatisme et de l'absolutisme. Voilà. Donc on ne fait qu'à chaque fois naviguer. Waouh, mais tu as une vision quand même assez claire des choses. Assez claire des choses. Et tu sais, quand on est clairvoyant comme tu peux l'être avec notamment les connaissances que tu as, quand tu es dans la masse, tu sais, quand tu es dans la masse ou quand tu assistes à des débats où on n'a pas tous cette clairvoyance-là, tu te sens pas un peu dépaysé? Enfin, je veux dire, c'est même dans la vie de tous les jours, quoi. Je sais pas si t'es avec quelqu'un. Si, ouais, effectivement. Toi, à ton échelle, comment tu. Ça a double tranchant. Hein, c'est clairement à double tranchant, effectivement. Enfin, ce qu'on peut me reprocher, ce qu'on m'a souvent reproché, c'est d'être tout le temps dans le détachement et dans l'analyse. Alors, effectivement, il y a ce côté-là, mais en même temps, ça me permet de me connecter à l'autre. C'est paradoxal, hein. Mais voilà, c'est les deux revers d'une même pièce. C'est que d'un côté, effectivement, je vais être dans cette sorte de détachement émotionnel, mais en même temps, je vais être dans cette connexion émotionnelle. Parce que lorsqu'une personne en face de moi sera prédominée par une forte conscience orientée par l'absolutisme, je ne vais pas le rejeter comme étant un moins que rien ou une personne qui est bête. Au contraire, je vais me connecter à elle parce que l'endroit d'où elle me parle, j'y suis aussi, pas que, mais j'y suis aussi. Et grâce à ça, je développe ce qu'on appelle mon empathie. C'est-à-dire que voilà, elle ressent des émotions, elle est vraiment attachée à ce qu'elle dit, elle y croit vraiment, elle y croit sincèrement. Donc ça sert à rien de lui dire oh non mais ce que tu dis c'est dépassé, d'ailleurs la science prouve le contraire. Non, ça va être de me connecter à ce qu'il dit, c'est pas faire preuve d'hypocrisie, c'est simplement de me mettre à son niveau de conscience pour pouvoir parler le même langage. Et le langage de quoi? Des valeurs. Est-ce que tu penses que ça peut être dans un couple ou quoi, on a souvent tendance à manquer d'empathie? Tout à fait, bien sûr, d'écoute et d'empathie, effectivement, d'empathie, parce que les émotions, c'est quelque chose qui nous suit, voilà, à travers tous les niveaux de conscience. Ça veut dire que à tous les moments, on va développer, voilà, si vous avez vu le film Vice Versa, la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, et j'en rajoute une, l'étonnement, qui bizarrement ne fait pas partie du dessin animé Pixar. Donc ce vocabulaire-là va nous suivre. Par contre, ce qui va changer à travers les différents niveaux de conscience, c'est les valeurs qui se rapprochent qui se rattachent à. Sur l'absolutisme ou sur le violent ou sur la performance, c'est pas les mêmes valeurs. Après l'absolutisme, donc pour reprendre un peu le fil, on a basculé dans le mythe de l'entrepreneur. Voilà, le fait d'être mieux que. Elon Musk. Elon Musk, voilà, typiquement l'archétype de la personne qui veut toujours dépasser le dogme. La chose bloquante, c'est qu'il avait une vision figée. Voilà, si tu étais Galilée et que tu disais que la Terre était ronde, tu risquais de bûcher. Pourtant, il a fallu des Galilées qui étaient plus dans de la performance, donc dans la recherche de quelque chose qui dépasse. Pour autant, si je ne me connecte pas émotionnellement à toi au travers des valeurs qui, elles, vont changer, je ne vais pas pouvoir parler ton langage. Donc, c'est pas le tout de comprendre ta colère. Il faut aussi que je comprenne tes valeurs. Donc, le fait de dire « Non, mais je te comprends », ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Parce que tu comprends effectivement l'expression de l'émotion, mais tu ne comprends pas les valeurs sur lesquelles se base cette émotion. Wow. Et l'empathie permet de se connecter. Tout à fait, tout à fait. Et surtout de ne pas juger. Ça, c'est la chose que j'ai envie de conseiller à tout le monde, c'est ne vous jugez pas et jugez pas les autres. Ah, mais ne pas se juger, comment ça? Parce qu'on a tendance à trop se juger, à ne pas pratiquer ce qu'on appelle l'auto-empathie. Wow. À s'en vouloir, à ne pas vouloir se pardonner, et ainsi de suite. À se trouver nul, à se trouver trop ceci, pas assez cela. Dès que vous avez un « je suis trop ceci, pas assez cela », c'est du jugement. C'est absolument pas factuel. Ah ouais. Une bonne baffe, là. Un bon endroit où commencer, c'est de se dire ne te juge pas. Et dès que tu commences par je suis trop ceci ou je suis trop cela, ou pas assez ceci ou pas assez cela, tu procèdes à du jugement. Et le jugement, c'est rien de factuel. Parce que selon quelle base tu t'appuies sur quoi? Tu te compares à un autre? Et c'est vrai en plus qu'on a souvent tendance à dire ouais, mais je suis pas prêt, je suis nul, je suis pas assez fort, je suis pas assez rapide. Alors que tout est relatif. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est factuel ce que tu dis, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que notre cerveau nous encourage à nous baser sur du relatif plutôt que sur de l'absolu. L'absolu, l'être humain est très nul à faire ça. Si je te dis, voilà, Kim, combien pèse ce verre, c'est très dur pour toi. Pourtant, si je te dis, qu'est-ce qui est le plus lourd entre ce verre et ce canapé,
C'est tout de suite plus facile parce que ton cerveau arrive à faire des comparaisons. Notre cerveau est plus à l'aise lorsqu'il s'agit de comparer. Donc avoir une base sur laquelle je vais pouvoir dire si c'est plus ceci ou moins cela. Et d'ailleurs le paradigme, donc le niveau de conscience actuel, donc celui de la performance, encourage même ça. Le paradigme de la performance, tel qu'il a créé l'école, c'est la vie de la note, quoi, la vie de la moyenne. Par rapport à quoi je suis bon? Par rapport à une moyenne, ça veut rien dire. Donc pourtant... Et ça crée énormément de stress. Ça crée même chez les jeunes, t'en as sûr. qui développent de l'addiction au stress. Bien sûr. C'est carrément ouf. C'est ouf parce qu'on grandit avec voilà, effectivement ce stress qui va être généré dès lors où je ne suis pas au-dessus de la moyenne et une dopamine qui sera fournie dès lors où je suis au-dessus de la moyenne. Voilà, je suis au-dessus, c'est bon, tout va bien. Toute ma scolarité. Toute notre scolarité, ce qui est horrible, c'est que ce mode de pensée amène même à souhaiter l'échec de l'autre. Parce que dans l'échec de l'autre, j'augmente ma probabilité d'être dans le haut du panier. On voit aussi que là, c'est un niveau de conscience qui est problématique. Donc, le niveau de conscience de la performance, celui dans lequel on est, amène beaucoup de choses en termes de créativité, parce que chacun va être poussé à vouloir jouir personnellement, ça veut dire atteindre des objectifs. Mais le souci, c'est qu'il se fait en décorrélation totale avec le reste de l'écosystème, quoi. Enfin, je me fiche de ce qui peut arriver autour de moi, tant que moi, je peux être meilleur ou avoir plus que... Voilà. Pour les gens qui écouteront cette vidéo, se comparer aux autres, c'est déjà le début de l'échec. Se comparer aux autres, c'est déjà le début de l'échec. Wow. Bah oui. Se comparer à soi-même, c'est le début de la progression, par contre. Ouais. Si je me compare par rapport à moi, effectivement, je suis un être unique. Par contre, ce qui va être le vrai marqueur d'une progression, c'est le fait que je deviens une meilleure version de moi-même au fur et à mesure du temps. C'est pas est-ce que je suis mieux que mon voisin ou si j'ai plus d'oseille ou si je... Non, c'est est-ce que je vais bien en direction de ce vers quoi j'ai envie de tendre, finalement. C'est en liaison directe avec le titre du média, Hope, espoir. Quelle est, selon toi, la définition de l'espoir? L'espoir. Eh bien, l'espoir, je le rattache directement à la vision, à la foi, parce que dans Hope, quand même, il y a cette notion de foi. La foi, c'est le fait d'aller en direction d'eux, se jeter dans un inconnu sans avoir la moindre pièce de preuve. C'est ça, l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc oui, l'espoir représente finalement... Hope, l'espoir représente vraiment cette vision, ce devenir. Et ça, de plus en plus, lorsque je fais des prises de parole, je m'attache à dire qu'il vaut mieux vouer, on va dire, un attachement au devenir plutôt qu'à l'être. L'être est une illusion. L'être est une illusion. L'identité même est une illusion. Wow. Ouais, ça effectivement, c'est très 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 embêtant. Pourquoi? Parce que le paradigme actuel, le niveau de conscience vous encourage à croire que vous avez une identité, vous êtes machin... L'identité n'existe pas d'un point de vue physique, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'identité dans l'univers. Et l'être humain n'échappe pas à cette singularité qui c'est que dans l'univers, il n'y a pas d'identité. Nous sommes des processus en devenir, tout comme la graine a poussé et est devenue un arbre, l'arbre n'est pas un assemblage, et puis la graine n'est pas identique à l'arbre. Pourtant, l'arbre est bien la continuité de la graine. Okay? La graine n'est plus, l'arbre est. La chenille n'est plus, le papillon est. Hakim est, l'enfant qui était Hakim n'est plus. D'un point de vue physique, et je vais peut-être en choquer, les cellules qui composent Hakim n'ont plus rien à voir avec les cellules qu'il composait quand il était enfant. Ces cellules-là sont mortes depuis longtemps. Et j'aime bien dire ça, depuis qu'on est né, on ne cesse pas de mourir. Waouh. Et je vais t'emmener encore un peu plus loin. Allons-y, let's go. Alors, ce qui s'applique au corps s'applique aussi à l'esprit. Et si on considère que la conscience est un phénomène émergent non pas que de l'activité neuronale, mais aussi de l'activité de nos cellules, on peut considérer que ce qu'on est en train d'échanger là, ce qu'on ressent comme étant « je suis là », c'est de l'information, donc quelque chose qui n'est pas formé, qui est de l'information, et que cette conscience-là, elle meurt à chaque fois que tu t'endors. Attends. Oui, okay. Mesdames et messieurs, vous mourrez chaque soir. Mais du coup, quand tu te réveilles, genre, ouais. Du coup, t'es plus le même, c'est ça? Non, t'es plus le même. En vrai, t'es plus le même. C'est l'émergence d'une nouvelle conscience, bien sûr, qui va bénéficier des souvenirs qui ont été stockés.
Donc t'as toujours... Et on garde l'impression qu'on est nous. Et ça marche bien, ça marche très très bien. Mais physiquement, c'est le phénomène qui se passe. La conscience se perd. Waouh. C'est pour ça qu'on dit perdre conscience. Ouais, bah ouais. C'est pour ça qu'on appelle aussi le sommeil la petite mort. Donc la conscience s'efface. Donc la conscience que l'on a tout de suite s'efface. Il est même probable que... Enfin, moi, c'est ma thèse la plus probable, c'est effectivement que ça se passe durant le sommeil. Et pendant la consolidation neuronale, où il y a une réécriture au niveau des neurones, à ce moment-là, lorsqu'on revient à la conscience, bon, ce phénomène émergent réapparaît. Donc voilà, on peut l'appeler l'esprit, l'âme, réapparaît et il va se puiser dans les ressources qui ont été stockées. Ok. Dans la mémoire. Mais même si vous avez encore le souvenir d'avoir goûté cette superbe glace à la fraise, les cellules qui composaient votre langue n'existent plus depuis longtemps. Ok. Pourtant, ça a une certaine véracité, c'est une certaine vérité. Donc, l'identité, j'ai envie de vous dire, ne vous y attachez pas. Attachez-vous plutôt à l'espoir d'atteindre une certaine vision. Ça qui est beaucoup plus véridique en vérité, c'est le devenir. L'identité, c'est utile. C'est comme un outil. C'est une façon de pouvoir... Voilà, si j'ai besoin de nommer un verre, on s'entend dire que c'est un verre, c'est bon. On sait que c'est pas un verre. Parce que ce verre et ce verre-là ne sont pas identiques. Les cellules qui les composent ne sont pas les mêmes. Et puis, de toute manière, même si effectivement ils nous semblent très très ressemblants, on ne peut pas considérer que c'est deux verres. Et c'est des atomes d'un côté, des atomes de l'autre, ils ne sont pas similaires. Donc il n'y a pas de concept d'identité. Ok. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quoi, c'est vrai qu'on parle un peu de physique et ainsi de suite. La seule chose, c'est de se dire qu'il est préférable de s'attacher au rêve que l'on a, plutôt qu'à l'identité. L'identité a apporté beaucoup de choses, beaucoup de malheurs dans ce monde. Voilà, les crises d'identité, les partis identitaires et ainsi de suite, alors qu'il n'y a pas d'identité. Arrêtons de croire qu'un blanc est un blanc, un noir est un noir, un sénégalais est un sénégalais, un tutsi est un tutsi, un hutu. Ça a apporté beaucoup de mauvaises choses. Rapporté à l'échelle individuelle, arrête de croire que peut-être la personne qui a été faible à un moment donné dans ta vie, qui s'est laissé faire, c'est toujours sa personne aujourd'hui. C'est pour ça que je parle aussi de se pardonner, se donner, être en accord avec soi-même et de se dire je te pardonne la personne que tu as été, la version de moi qui a été celle qui était présente à un moment donné, je lui pardonne et je me réconcilie avec. Parce que sinon on n'arrive pas à avancer. Chaque jour est nouveau en fait. Chaque jour est nouveau. Chaque jour est nouveau et... Chaque jour est vraiment nouveau, c'est pas... Et chaque jour est une opportunité, c'est réel en réalité. Exactement, c'est vrai, c'est physiquement réel. Chaque jour est une opportunité. Alors les choses qui sont conservées et qui sont gardées en mémoire, effectivement, ça va être les structures d'interprétation, donc les croyances limitantes pour certaines, ou alors, les croyances dangereuses. Bref, toutes les croyances qui vont vous être léguées, ça à chaque fois vous imaginez que vous avez un niveau de conscience et vous avez un journal intime dans lequel vous écrivez plein de choses. Attention, ne mets jamais ton doigt là-dedans parce que sinon ça fait mal. Et tu le refermes. Et la prochaine niveau de conscience qui l'ouvre, et tu dis, je prends en cause, ah oui, ne jamais mettre. Mais peut-être ce qui a marché il y a X temps, c'est peut-être plus bon maintenant. Mais ton cerveau, feignant comme il est, va se contenter de se dire, oui mais attention, si jusqu'alors on est resté en vie, c'est que ça a marché cette stratégie-là. Donc, on lit ce qu'il y a dans le bouquin. Read what is in the fucking manual and everything's gonna be okay. C'est vraiment ça. Donc notre cerveau va nous enjoindre de dire base-toi sur les archives parce que ça marche. Sauf que les archives des fois sont erronées. Il me reste une dernière question, Nabil. Et pour ce faire, je vais reprendre une de tes citations. Ce monde disparaît tandis que celui de nos enfants reste à construire. Est-ce que tu peux nous expliquer et en quoi nous sommes responsables et nous pouvons faire avancer les choses à notre petite échelle? Les différents paradigmes, donc les différents niveaux de conscience ont eu leur âge d'or. Il y a eu une phase de naissance, d'âge d'or et puis de mort, tout simplement. Toute chose naît, atteint un point culminant et finalement meurt. Et donc le niveau de conscience de la performance a donné naissance à ce monde que l'on connaît, avec l'avènement de l'entrepreneuriat, l'éducation nationale l'éducation telle qu'on la connaît, les institutions financières, les médias et ainsi de suite. Et on a grandi avec cette valeur, c'est la valeur du travail, la compétition, le fait d'être meilleur qu'eux. Voilà. Donc ça c'était notre monde. Et ce monde-là, disent les historiens, eh bien on change de monde à peu près tous les 550 ans, sous la forme de cycle.
Donc à chaque fois on atteint une fin de vie d'un paradigme, donc pendant que celui est en train de mourir, donc les valeurs qui lui sont liées sont en train de mourir, un autre prend le relais, comme un transfert générationnel. Voilà. Donc pendant que les parents sont en train de vieillir, eh bien, les enfants prennent en force, voilà, pour pouvoir assurer aussi ce transfert. Et donc, c'est ce que je voulais dire par cette phrase, c'était qu'effectivement, le monde dans lequel nous avons grandi touche à sa fin aujourd'hui. Et ce paradigme de la performance où on se disait que voilà, pour être heureux, finalement, il faut être plus que, ou avoir moins de, que, et ainsi de suite, ben, ce monde-là, ces valeurs-là, il faut accepter que ce ne sont pas celles de demain. Et il vaut mieux préparer nos enfants au monde de demain que les préparer à un monde qui est en train de mourir aujourd'hui. Sinon, ils ne trouveront pas leur place. Donc effectivement, on se posait la question de se dire, est-ce qu'il faut encourager nos enfants à être dans ce rapport de concurrence, ce rapport de compétition, ou alors les inscrire aujourd'hui dans cette pensée écologiste, qui est donc le nouveau niveau de conscience qui est demandé en termes d'évolution, quitte à prendre le risque que nos enfants se fassent flouter ou bien se fassent avoir. Et donc, même s'il nous est difficile de croire au monde de demain, il faut accepter que le nôtre, eh bien, meurt. Voilà, il meurt. Le monde et les valeurs de demain, c'est des valeurs que nos enfants vont découvrir de toute manière. Donc, bien sûr, on va être dans un phénomène d'opposition. On va se dire, mais non, faut pas croire en ça, tu vas te faire avoir. Mais lorsqu'on dit tu vas te faire avoir, on raisonne selon quel paradigme de précédent. On ne raisonne pas selon Et donc, c'est difficile pour nous de l'accepter. Donc, la chose que l'on peut faire pour les générations qui viennent, c'est de les accompagner dans cette recherche de sagesse, c'est de se dire vers quoi vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, et c'est la seule chose qu'on peut véritablement faire. Parce que notre monde, voilà, on y était, on l'a accompagné, mais le monde de demain, on a un pied dedans, mais pas vraiment. Donc, Et donc on accompagne un petit peu, voilà, donc on est toujours dans un rôle de transmission, in fine. Donc pendant une période de notre vie, nos parents nous ont accompagnés pour nous assurer, on va dire, une certaine force et puissance, et une fois qu'on est en puissance, à ce moment-là, c'est déjà le moment du relais. Et ça peut être désagréable, effectivement, et donc, mais tout du moins, il faut prendre conscience que, voilà, comme toute chose, il y a une phase de croissance, une phase d'opulence, et puis une phase de décroissance, et puis de disparition. Ça, il faut l'accepter. Voilà, donc le monde de demain, c'est peut-être pas un monde dans lequel on va s'inscrire, c'est peut-être pas un monde avec lequel on est d'accord sur les valeurs. Pour autant, il faut accepter que ce soit la suite de l'histoire sans la dénigrer. Quoi, tout simplement, on est conscient, accepter et avancer et faire avec. Et faire avec, effectivement, ouais. Et faire avec. Parce que le monde dans lequel vous êtes né, c'est peut-être pas le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui, et ça aussi. Le culte de l'identité nous amène à développer une forme de nostalgie en se disant que hier c'était toujours mieux. Le rap était mieux avant. Exactement, et le rap était mieux avant, et ainsi de suite, les films c'était mieux avant. Donc, l'identité même ce concept peut se porter même à l'échelle sociétale, et voilà, même au niveau culturel, de se dire voilà, il y a une évolution, voilà. Tout comme le rap est une évolution de style précédent, et ainsi de suite. Donc tout est évolution, et ça, il faut peut-être le garder. C'est peut-être la chose à retenir, c'est que finalement, rien n'est permanent si ce n'est le changement. Voilà. Waouh, rien n'est permanent si ce n'est le changement. Tout à fait. Rien n'est constant si ce n'est le changement. Ça, c'est la seule constante dans l'univers, c'est le changement. C'est le fait qu'il évolue, et on n'échappe pas à cette notion-là. À l'échelle individuelle comme à l'échelle sociétale, tout est évolution. Il faut accepter le fait que tout évolue, et que tout est dans une mort permanente en même temps que ça génère de la vie. Et cet attachement à l'identité est un non-sens d'un point de vue de la nature. Parce que la nature ne s'attache pas à l'identité, elle s'attache au processus, au fait d'émerger, au fait de s'adapter, au fait de changer. C'est ça la preuve de la vie, c'est le changement. Oh. Ouais, la preuve de la vie, c'est le changement. On s'est donné cette illusion que se dire, si nous nous attachons à l'identité, finalement, nous allons mieux vivre. Et en fin de compte, lorsqu'on s'attache à l'identité, on est dans la détestation même de la mort. On déteste la mort. Pourtant, sans la mort, il n'y a pas la vie. Le culte de l'identité nous amène à détester ce processus qui est la mort, qui est un processus normal. Et on vit une grande partie de notre vie à détester ce moment-là, vouloir le repousser le plus loin possible, alors qu'il va arriver de toute manière. Donc, vaut mieux être dans cette posture de se dire, c'est une évolution par laquelle je vais passer.
Okay, je suis une émergence de moi-même. J'ai été un ovule fécondé qui s'est multiplié, qui après s'est multiplié avec des cellules qui se sont spécialisées, qui au final ont donné une conscience. Et cette conscience finalement ne sera plus portée parce que les cellules composant ce corps finiront par ne plus se reproduire assez vite. Et c'est normal, et c'est comme ça que ça doit être. Plutôt que de s'inscrire en faux et de se dire non, le changement est une illusion, l'identité, je suis là et il faut que je persiste. Et si on vit comme ça, on vit à contre-courant de la vie et de la nature. Inscrivez-vous dans la vie et la nature, comme disait Bruce Lee, be the water, my friend. Faut être l'eau, parce que si tu veux être la pierre, il n'y a pas de pierre dans l'océan de la vie finalement. Donc tout est mouvement. Plus vite tu l'accepteras, et plus vite tu pourras vivre une vie agréable. Tu opères beaucoup en visio. En quoi consiste ton activité? Ça consiste en l'accompagnement d'organisations. Donc peu importe que ce soit une entreprise, une start-up, un grand groupe, une équipe, un département, peu importe, qui souhaite mettre en place des modes de travail où on permet l'affirmation des individus en vue de quoi? Qu'ils soient responsables de leur propre motivation, qu'ils puissent générer de la créativité et qu'ils puissent se sentir responsables de ce qu'ils produisent. Donc le but c'est ça, c'est donc accompagner les entreprises à produire ce qui est de la valeur et pas du déchet. Je te remercie pour tout le temps que tu m'as accordé, Nabil. Vraiment, vraiment, j'ai pris plaisir à échanger avec toi et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à Hope et à toute la communauté. Merci à toi, Iko, de m'avoir proposé de rejoindre sur cette interview. C'est un bon moment pour moi-même, y compris d'introspection et j'aime beaucoup le format. Merci à toi. On se dit à la prochaine pour une prochaine Obsession. Ciao. Ciao.